C'est la première formalisation concrète de notre partenariat avec Johanna et on s'est rapprochés en fait en se rendant compte que nos matières étaient à la fois proches et nos visions parfois très différentes ou en tout cas très complémentaires sur des sujets du droit du travail. On n'était pas forcément d'accord et c'était assez passionnant de discuter. C'est ça qui nous a donné envie de débattre sur des sujets qui concernent beaucoup d'employeurs et de salariés comme aujourd'hui le télétravail. Alors, pour ma part, je suis avocate au barreau de Marseille depuis 10 ans. Je me suis spécialisée dans le droit du travail, c'est-à-dire tout ce qui touche à la vie du salarié et de son employeur, de l'embauche jusqu'au départ à la retraite, avec toutes les questions au cours de l'exécution du contrat de travail et puis les litiges au moment de la rupture éventuellement. J'offre des solutions d'accompagnement en matière de conseil, aussi bien aux salariés qu'aux employeurs, et j'interviens évidemment en matière contentieuse devant le conseil de prud'homme. Alors, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Moi, je suis Johanna. Je suis consultante, formatrice et fondatrice d'Harmonis Accompagnement. J'ai travaillé 10 ans à l'Aract PACA et puis j'ai créé mon cabinet pour accompagner les entreprises sur tous les sujets qui touchent aux conditions de travail, risques psychosociaux, qualité de vie au travail, management, transition écologique, conduite du changement, etc. Et ces dernières années, j'ai particulièrement travaillé sur l'évolution des organisations, notamment avec la montée du télétravail et avec un focus particulier sur l'impact pour les managers. Donc ce matin, on est ensemble pour 45 minutes et là-dedans, on a prévu une petite présentation pour balayer avec vous les impacts du télétravail et puis on se garde du temps pour échanger avec vous à la fin. Alors, petite précision, on vous l'a dit, vous l'avez vu, peut-être que certains viennent d'arriver. Le webinaire est enregistré, pourra éventuellement être rediffusé sur les réseaux sociaux. Donc, si vous ne souhaitez pas apparaître, on vous invite tout simplement à couper vos caméras. Alors, comme vous le savez, le télétravail, ça s'improvise pas. Au moment du Covid, ça s'est improvisé et depuis, la plupart des entreprises le pratiquent. Beaucoup même y trouvent des avantages alors qu'elles étaient assez réticentes, sauf qu'on s'est aperçu, et on s'aperçoit encore souvent, que le télétravail n'a pas forcément été correctement mis en place parce que justement, ça a été un peu fait en urgence au moment du Covid et du coup, ces modalités sont un peu bancales. Alors, quand tout va bien, ça pose pas de problème. Mais dès qu'il y a des désaccords, même minimes, entre le salarié et l'employeur ou le manager, alors ça va devenir très embêtant de ne pas avoir correctement formalisé le télétravail. Donc mon premier conseil pratique, ça va être de soigner la mise en place. C'est ce que j'appelle, entre guillemets, la paperasse. La plupart du temps, on rédige une charte dans l'entreprise ou un accord collectif qui va poser les bases applicables à tout le monde. Et parmi ces bases, pour moi, on a discuté avec Johanna, pour moi, l'élément vraiment fondamental à ne pas rater, c'est de déterminer les lieux depuis lesquels le salarié peut travailler. En fait, qu'est-ce qu'on entend par télétravail? Est-ce que c'est le fait de travailler n'importe où ailleurs que dans l'entreprise? Ou bien est-ce que c'est le fait de travailler au domicile uniquement, ou en tout cas dans un endroit qui aurait été validé par l'employeur? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. On a chacun notre petite idée sur la question, mais en fait, le tout, c'est de bien se mettre d'accord dès le début. Ça, c'est ce qu'on va trouver dans la charte ou dans l'accord collectif. Voilà, ce sont les supports les plus classiques. Mais à côté de ça, on peut aussi envisager de faire un accord individuel écrit avec le salarié. Ça va marcher notamment quand on a un salarié qui est dans une situation particulière qui va nécessiter un télétravail ponctuel. Donc il est important de définir qui est concerné par le télétravail. Tous les métiers ne sont pas forcément compatibles, hein, on en a un peu discuté en aparté au démarrage. Ce sont en général des activités de bureau qui peuvent se faire à domicile ou dans un tiers-lieu. Donc, dans un premier temps, il s'agit de décider quelles sont les catégories de salariés qui vont être concernés par le télétravail. Il est possible d'exclure certaines catégories, ça peut se justifier, par exemple, les stagiaires ou les apprentis, les salariés qui viennent d'arriver qui sont en cours d'intégration, ou des retours après une longue maladie. Les gens à temps partiel peuvent avoir accès différemment au télétravail. Ce qui compte, c'est que ce soit défini clairement et collectivement. Pour moi, il faut que ces règles soient inscrites par écrit dans une charte ou dans un accord. Le but du jeu, c'est que l'égalité de traitement entre tous les salariés soit bien mise en évidence. Les règles sont les mêmes pour tout le monde. Il faut savoir que l'employeur a la possibilité de refuser le télétravail pour un salarié dans la mesure où il refuse, il motive son refus. Là, je parle pour les salariés qui ont la possibilité de télétravailler en principe. Il peut y avoir des cas particuliers. Et puis, évidemment, tous les salariés ont le droit de refuser de télétravailler à partir du moment où ce n'est pas contractuel.
Ensuite, il faut définir les activités qui peuvent se faire en télétravail. C'est pas parce que j'ai la possibilité de télétravailler que je peux tout faire depuis mon domicile. Il y a beaucoup de métiers où il y a des tâches qui peuvent se faire n'importe où et d'autres pour lesquelles il faut être sur place. Donc l'étape suivante, c'est de définir quelles sont les activités télétravaillables. Les activités télétravaillables, c'est celles pour lesquelles il est pertinent d'être isolé ou alors celles pour lesquelles ça ne va pas nuire à l'activité de l'entreprise que je sois pas sur place. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est de définir des critères pour repérer, les activités télétravaillables. Par exemple, les activités où je reçois du public, où j'ai des rendez-vous physiques, évidemment, pas télétravaillables. Est-ce qu'il y a des activités pour lesquelles j'ai besoin d'utiliser du matériel spécifique, et donc d'être dans les locaux? Est-ce qu'il y a des activités dans lesquelles je manipule des données qui sont confidentielles et auquel cas peut-être qu'il n'est pas pertinent non plus que ces données-là se promènent et cetera. En fait, ces critères vont vous permettre de dire, de définir les activités qui ne peuvent pas se faire en télétravail et d'affiner, en entonnoir. Je vous donne un exemple, un comptable, par exemple, on pourrait se dire que, bah, la facturation, il l'a fait avec, un logiciel auquel il a accès en ligne. Il peut le faire depuis n'importe quel poste informatique. OK, télétravaillable. Mais le traitement des salaires, par exemple, implique de manipuler des données qui sont confidentielles, qui sont stockées à l'entreprise et donc cette activité-là, uniquement au bureau. Oui, pour rebondir sur ton exemple, Johanna, moi j'ai dans mes clients une société de BTP et justement pour le cas du service comptable, en fait, là, le télétravail n'est pas possible du tout parce qu'en fait, ils reçoivent des factures papier tous les jours et donc, vu que c'est pas dématérialisé, impossible d'être en télétravail, même un peu. Et pourtant, on aurait pu penser que c'est une activité de bureau, ça va, on peut le faire ailleurs avec un simple ordinateur. Et en fait, pas forcément. Donc vraiment, il faut s'interroger sur les pratiques de votre entreprise. Parfois, il n'est pas possible de faire du télétravail à 100%, mais on peut envisager que ça soit hybride, voilà, selon les activités. Alors ça, c'est la base, hein, s'assurer qu'on est sur une activité télétravaillable et bien le mettre en place par écrit. Mais bien entendu, bah, ça ne va pas être les seuls ingrédients. Il y a quelques points de vigilance à avoir dont on voulait vous parler, qui nous sont semblés vraiment importants, à commencer par les considérations de santé et de sécurité au travail. Alors c'est une notion essentielle que l'employeur doit absolument avoir en tête, puisque bah, comme vous le savez, il a l'obligation légale de protéger son salarié, que ça soit santé physique ou mentale, et ça peu importe que le salarié travaille depuis l'entreprise, depuis chez lui ou depuis un coworking. Un salarié qui se blesserait en télétravail pourrait parfaitement en demander sa reconnaissance en accident du travail, avec toutes les conséquences juridiques que ça implique. J'ai eu le cas encore récemment. C'est pour ça que moi, je conseille à l'employeur de vraiment bien aborder ces sujets et de s'assurer que le salarié qui est en télétravail soit dans de bonnes conditions, au calme, installé convenablement à un bureau, etc. Bon, vous allez peut-être me dire, ça va loin, franchement, ça met beaucoup d'obligations à la charge de l'employeur. C'est vrai, mais c'est un fait, il ne faut pas l'ignorer. Ça me semble impératif de le rappeler parce qu'en fait, il en va de la responsabilité de l'entreprise. Et puis bon, là, c'est un exemple, hein, mais le fait d'être bien installé à son bureau, bien sûr, c'est pas la seule chose que l'employeur doit vérifier. Il doit aussi se pencher sur la question de la protection des données, par exemple. Alors, on voulait aborder ce point. Nous, on n'est pas des experts sur, la réglementation, en matière de protection des données en tout cas, mais il faut quand même tenir compte de cet aspect si vous instaurez le télétravail. Donc la RGPD implique que vous avez probablement pris des engagements auprès de vos clients, auprès de vos fournisseurs, de partenaires, peut-être même auprès vis-à-vis des salariés dans vos contrats de travail sur l'utilisation de leurs données personnelles. Donc il faut vérifier que l'utilisation, des données à domicile, le stockage, d'informations sur des supports personnels ou sur le cloud ne contreviennent pas à ces engagements. Tenir compte de ces informations pour fixer des règles. Par exemple, les dossiers papier ne sortent pas de l'entreprise. Est-ce qu'on autorise le stockage de données sur un ordi personnel ou sur une clé USB? Quels types de données sont particulièrement confidentielles et ne sont pas, consultables à l'extérieur, et cetera, et cetera. Plus globalement, quand il y a télétravail, il y a forcément déplacement des données, donc un risque de perte ou de vol. Vous pouvez, par exemple, imposer des mots de passe à l'ouverture de l'ordinateur ou sur des dossiers sensibles pour avoir une petite protection à ce niveau-là. En tout cas, formalisez ces règles qui pourront vous aider justement à affiner les tâches télétravaillables ou non dont je vous parlais tout à l'heure.
Autre point, il y a la question de la charge de travail. Donc, l'employeur doit prendre les mesures pour réguler la charge de travail et assurer le droit à la déconnexion. Évidemment, ça vaut aussi en télétravail. Alors, quand on est en entreprise, il y a des signaux faibles qui permettent d'observer certains débordements. Vous voyez que quelqu'un arrive plus tôt le matin et part plus tard que d'habitude. On peut ressentir certaines tensions, on peut observer de la fatigue. Bon, ça c'est un piège en fait parce que, même en présentiel, on peut passer à côté de certaines choses. Mais en télétravail, en fait, c'est d'autant plus important d'être vigilant et d'avoir des repères pour se rendre compte de tout ça. Donc là encore, moi, ce que je conseille, c'est de fixer des règles claires, définir des horaires de travail, peut-être y compris pour les gens qui sont au forfait, heu, notamment interdire le travail en dehors de certaines plages horaires. Par exemple, quand je suis en télétravail, je dois obligatoirement être disponible entre 9 et 12 et entre 14 et 16. Autour de ça, je m'organise comme je veux, mais par contre, il est interdit de se connecter avant 7 heures ou 8 heures le matin et interdit de se connecter après 20 heures le soir ou 19 ou 21, c'est vous qui jugez, et les jours non travaillés, bien évidemment. Donc là, on est plutôt sur le droit à la déconnexion. En ce qui concerne la charge de travail, il y a aussi des choses à formaliser. Alors, vous avez des outils, hein, déjà, vous pouvez utiliser des plans de charge, définir des objectifs. Bien sûr, il y a les entretiens annuels qui servent à ça, mais une fois par an, ça suffit pas, hein, il faut compléter avec des échanges réguliers avec le manager, notamment, s'il y a du télétravail. Donc, bah, concrètement, qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Nous, on vous conseille, alors ça peut être une idée de demander aux salariés de faire un compte-rendu régulier de son activité, ou bien un relevé de ses horaires de travail pour chaque jour télétravaillé. C'est des idées. Mais attention à pas basculer dans le flicage permanent, entre guillemets. L'employeur, il peut pas imposer à un salarié de prouver qu'il est bien derrière son écran toute la journée. Donc, on oublie tout de suite les visioconférences en permanence, parce qu'on en a vu. Et je déconseille aussi fortement aux managers d'exiger d'être en copie de tous les mails envoyés par le télétravailleur, au risque que le salarié en fait, considère qu'il est surveillé de façon excessive et qu'il dénonce des faits qui peuvent aller jusqu'au harcèlement. Ça aussi, je l'ai vu dans un dossier. Donc attention à être très vigilant là-dessus. Effectivement, attention, le fait de télétravailler peut impacter la charge de travail et surtout la charge mentale, en fait. Alors j'économise, du temps sur les trajets et donc la fatigue qui va avec. En général, j'ai moins d'interruptions de tâches, je suis moins dérangée. Mais à la maison, souvent, on fait moins de pauses. On est tenté de déjeuner devant son ordi, voire de pas déjeuner du tout. On déborde sur les horaires et cetera. Et puis, ce qu'il y a aussi, c'est qu'on peut être perturbé par la vie du foyer. Est-ce qu'il y a du monde à la maison? Est-ce que je suis perturbée? Il y a du bruit? J'ai des tâches ménagères sous les yeux ou, la pile de courrier à traiter et même si je suis pas en train de le faire, ça vient, s'accumuler dans la charge mentale. Donc là aussi, il faut fixer des règles. Par exemple, OK, le télétravail est bien pratique pour, ouvrir au plombier ou pour recevoir un colis, par exemple, mais bah, c'est pas une solution de garde d'enfant, hein. Vous pouvez définir dans votre charte que le télétravail est possible si, le salarié dispose d'une pièce où il peut s'isoler tout au long de la journée, par exemple. Bon, après, c'est vrai qu'il faut reconnaître, hein, c'était pas forcément facile de segmenter les activités quand on est à la maison. Alors, je sais pas si vous avez vu passer ça, mais il existe des ateliers pour sensibiliser les salariés à la gestion du temps et à l'autodiscipline. C'est à l'employeur de l'organiser avec un prestataire externe. Il y en a pas mal maintenant qui proposent ce genre d'atelier. Et ce prestataire vient faire une formation dans l'entreprise. Moi, je trouve que c'est pas mal. Et que là aussi, ça a un double bénéfice. D'abord, ça va donner des clés aux salariés pour être plus confortable dans sa façon de travailler en dehors de l'entreprise. Et ça permet aussi à l'employeur de prouver qu'il prend les mesures nécessaires pour que le télétravail se passe bien. Autrement dit, c'est une façon concrète de protéger sa responsabilité. Alors, on vient de voir les différents points de vigilance qui ressortent de la législation et de la mise en place, mais ça nous paraît aussi important de vous parler d'autres aspects de la mise en pratique, peut-être plus humains, et notamment la relation avec le manager, par exemple. Alors il faut pas oublier que, finalement, le plus impacté par la pratique du télétravail, bah, c'est bien le manager. Il y a énormément de petites régulations qui se font facilement lorsque les gens travaillent physiquement ensemble et qui sont, beaucoup moins possibles à distance. Donc si vous prenez un manager qui a, 5, 10, 20 personnes dans son équipe, il échange régulièrement avec chacun. Eh bien, lorsqu'on introduit du télétravail occasionnel, on peut complètement, perturber ses modes d'organisation avec son équipe.
Donc, par exemple, si chacun a son propre planning de télétravail, alors comment savoir qui je peux voir, qui je peux joindre, qui va être dispo aujourd'hui, ou est en rendez-vous, ou bien en congé, ça peut vite être un immense casse-tête. Donc on se protège de ces dérives-là. Par exemple, en anticipant, on discute avec les managers, avec les équipes pour faire le point sur les pratiques, les modes de communication, les habitudes de travail ensemble. Ça va permettre de tenir compte des contraintes réelles de l'organisation. Je prends l'exemple d'une petite entreprise que j'ai accompagnée. Il y a un manager avec une dizaine de salariés, mais qui sont très régulièrement en rendez-vous à l'extérieur puisque c'est principalement des commerciaux. Ils ont pris l'habitude de faire une réunion d'équipe tous les lundis matins, donc tout le monde évite de prendre des rendez-vous le lundi et c'est le moment où, vont se régler tous les problèmes rencontrés la semaine précédente, on organise la semaine à venir. Les gens savent que s'ils ont à bosser ensemble, c'est ce jour-là qu'ils vont le faire et cetera. Donc tout le monde est en présentiel le lundi. Du coup, c'est bien pratique pour le manager. Il sait que s'il a besoin de voir quelqu'un, bah, c'est le lundi que ce sera le plus facile. J'ai une société où c'est exactement ce qui se passe. En fait, c'est elle, cette société, elle interdit le télétravail le lundi, mais aussi le vendredi. Alors, ça va lui permettre de s'assurer que pendant ces 2 journées, bah, comme tu viens de le dire, des réunions d'équipe peuvent facilement être organisées et on va pas avoir un manager qui va courir après les salariés en ne sachant pas exactement s'ils sont là ou pas. Mais deux, on va pas se le cacher non plus, c'est aussi une stratégie pour s'assurer que les salariés ne s'offrent pas des week-ends à rallonge au prétexte du télétravail. Donc voilà, ça soulève vraiment plein de questions pour les managers. C'est pas si simple. Donc c'est pour ça que, avec Nathalie, on est d'accord pour se dire qu'il faut prévoir d'accompagner et de former les managers. Le télétravail, c'est vraiment un changement de paradigme. Ça implique de reposer complètement les fondements de la posture managériale. Il s'agit de sortir du management par le contrôle. On va pas contrôler les horaires, le temps passé sur chaque tâche, et cetera, et d'être dans un management plutôt, collaboratif, coopératif, c'est-à-dire un management avec des objectifs partagés et surtout la condition sine qua non, c'est que la relation managériale soit basée sur la confiance. Ça veut dire que, heu, il faut commencer par évaluer la culture managériale dans sa structure. Si on sent qu'on est très éloigné de ces pratiques-là, il vaut mieux prendre le temps de faire évoluer, d'acculturer tout le monde, les managers et les équipes, à des modes de management, plus collaboratifs. Vous pouvez par exemple mettre en place des entretiens individuels, hein, pour, avant de vous lancer, pour tenir compte des freins, des inquiétudes de chacun et cetera. En fait, il faut trouver un équilibre entre surveillance et suivi parce que être lâché dans la nature sans plus aucun lien avec les managers, c'est bon pour personne. Ça va déstabiliser les rapports et tout le monde s'y perd. J'ai une de mes clientes salariées cette fois, elle revient d'arrêt maladie et le médecin du travail lui conseille de reprendre en distanciel depuis chez elle. Donc, elle est passée à 100% en télétravail et son manager, pensant bien faire, a tendance à vouloir lui fiche la paix. Et le problème pour elle, c'est que comme elle n'est plus physiquement au sein de l'entreprise, même plus quelques jours par semaine, elle a le sentiment de plus vraiment être intégrée, ou en tout cas de ne pas avoir été réintégrée à la fin de son arrêt maladie. Avec moi, elle évoque même une placardisation et un isolement. Donc c'est hyper délicat d'arriver à doser la juste mesure de la place du manager dans ce type de situation. Bah, alors bien sûr, il y a pas que les managers qui échangent, il faut aussi penser à préserver le travail en équipe. C'est l'autre point qu'on voulait aborder avec vous. Le travail en équipe, il y a celui, qu'on voit, qui est formalisé, les binômes, les équipes projets, mais il y a aussi les collaborations qui ne se voient pas. Les infos qui passent pendant la pause café ou au déjeuner. Si chacun doit passer un appel ou, un mail au lieu de capter une info, dans le couloir, comme on dit, ça peut vite représenter, des centaines d'appels, des centaines de mails, enfin une grosse surcharge. Donc première des choses, on met en place les moyens de communication adaptés. Téléphone, chat, visio, mail et cetera. Vous connaissez tout ça par cœur. Les moyens ne manquent pas. Le risque, c'est plutôt de se perdre dans les outils de com. Donc là aussi, bah, faut discuter, faut se mettre d'accord. Quel outil pour quel usage? Par exemple, j'ai accompagné une entreprise, eux, ils ont choisi de désactiver le chat, dans leur logiciel de mail parce que c'était complètement brouillon. Il y avait trop de flux d'infos, des conversations dans tous les sens et les salariés n'arrivaient plus à faire le tri, à repérer les infos qui étaient importantes pour eux et ça leur faisait perdre beaucoup de temps.
Alors ensuite, moi, j'aime bien dire que le télétravail s'arrête là où il commence à entraver la cohésion d'équipe. Et là, il y a pas de règle parce que ça dépend de la taille de la structure, ça va dépendre de l'activité, de la culture aussi. Donc là encore, je vous conseille d'échanger en amont, pour tenir compte des différents points de vue, des personnes de votre entreprise et puis vous pouvez expérimenter des nouveaux modes de fonctionnement avant de les mettre en place, définitivement. Alors il existe des méthodes pour donner la parole aux salariés, pour recueillir les différents points de vue, pour pouvoir établir un cahier des charges d'engager, tout changement d'ailleurs, mais ça vaut aussi pour le télétravail. Dans les démarches qualité de vie, au travail, on parle d'espace de discussion. Donc c'est pas le sujet aujourd'hui, hein, on va pas je vais pas avoir le temps de rentrer dans le détail, ce matin en tout cas. Peut-être que ça pourrait faire l'objet d'un autre webinaire, mais vous pouvez me contacter si ça vous intéresse d'en discuter. Parfois, ça peut être nécessaire de faire intervenir quelqu'un de l'extérieur quand on veut opérer des changements, importants, pour avoir une vision globale, pour avoir une vision plus neutre et puis surtout pour avoir une méthodologie, adaptée à votre situation à vous. Alors un dernier point, mais qui est particulièrement d'actualité, hein, c'est la question de la transition écologique. Bien sûr, il y a des conséquences écologiques lorsqu'on pratique le télétravail et c'est intéressant de les évaluer. Il y a de plus en plus d'entreprises qui réfléchissent à leur transition écologique, qui s'engagent dans des démarches RSE, par exemple. Alors quand on pratique le télétravail, bien sûr, on a un impact, sur les consommations, de carburant, sur, les trajets, par exemple, hein. On économise du temps aussi sur les trajets. Heu, on a aussi des impacts sur les consommations d'énergie, mais à ce moment-là, ça veut dire qu'il faut y prêter attention. Si j'ai moins de monde au bureau, par exemple, eh bien, on va réduire la superficie des locaux qui sont chauffés, on laisse pas, tous les bureaux éclairés, on coupe la clim, là où il y a personne et cetera. Et puis, il y a aussi, heu, Ludo, voilà. Ludo, je vous désactive le son et puis vous pourrez vous reconnecter après. Hem Oui, donc je disais, il y a effectivement les consommations d'énergie, les consommations de consommables aussi, hein. Par exemple, en général, on se rend compte qu'on a tendance à moins gaspiller, lorsque, on est à domicile. On va moins imprimer, par exemple. Hem, donc le télétravail n'annule pas tout puisqu'on renvoie au domicile de la personne des consommations d'énergie qui habituellement se font, enfin qui en dans d'autres temps se font dans l'entreprise. Mais par contre, ça responsabilise parce qu'on se rend compte que les gens ont tendance à moins gaspiller chez eux que dans les locaux de l'entreprise. Ah, moi, je trouve que c'est vraiment intéressant d'aborder, dans le cadre du télétravail, cette question de la transition écologique parce que c'est l'occasion de mettre en avant aussi des valeurs partagées dans une entreprise et de promouvoir, des pratiques vertueuses. C'est vraiment dans l'air du temps et ça nous paraît indispensable. Et du coup, ça devient un argument attractif même pour fidéliser et recruter. Et justement, sur cette question de fidéliser et recruter, les entreprises évoluent et beaucoup de secteurs ont du mal à recruter. L'opportunité de télétravailler, du coup, ça devient aussi un argument pour fidéliser les salariés, pour attirer des nouveaux talents, et puis sans oublier que la possibilité d'avoir un poste à distance, ça implique qu'on élargit considérablement le bassin d'emploi dans lequel on recrute. Donc, un argument de plus en faveur du télétravail. Voilà. Alors, en résumé, ce qu'on peut dire, c'est que le télétravail, bah, quasiment tout le monde le pratique. Beaucoup d'entreprises commettent encore malheureusement des erreurs qui pourraient se retourner contre elles ou créer des tensions avec les salariés. Et c'est dommage parce que c'est vraiment une super opportunité et un outil génial à condition que ça soit manié prudemment. Pour nous, le télétravail, ça peut vraiment être une chance, mais à la fois pour le salarié et pour l'employeur, bien sûr, si c'est utilisé intelligemment, ça peut contribuer à l'amélioration des conditions de travail. Voilà, on va s'arrêter là, en tout cas de notre côté. Merci beaucoup de nous avoir écoutés et puis, ben, j'espère qu'on vous a apporté quelques clés.